Négociation des accords de paix. La question est simple, est-ce que le sport peut être un facilitateur? Pour ça, eh bien, nous allons rencontrer un diplomate. Et c'est M. Staffan de Mistura, envoyé spécial des Nations Unies au Sahara, qui va s'entretenir avec Pascal Boniface. Regardez, c'est très intéressant. On va les applaudir tout de suite. Les voici. Voilà, rebonjour, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Staffan de Mistura. Il y a des diplomates et puis il y a des super diplomates. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de zones de conflit dans lesquelles vous n'êtes pas intervenu pour essayer effectivement de trouver toujours par la négociation une fin au conflit ou une trêve ou un apaisement ou une diminution, tout ce qui est bon pour finalement faire baisser la violence. S'il y avait une médaille d'or de la diplomatie, vous en auriez gagné plusieurs dans les différents conflits dans lesquels vous êtes intervenu. Mais peut-être, première question, pouvez-vous, pour le public, présenter votre carrière qui est très riche en expérience? On n'a que 10 minutes en tout, donc il ne faudra pas tout dire, mais aller à l'essentiel. Merci beaucoup et merci Joël pour cette occasion de participer à cette fantastique, vraiment entreprise, Peace and Sport. Et je m'appelle Staffan de Mistura, italien, suédois. J'ai vécu 48 ans avec l'ONU, 48 ans de missions dans des zones de conflit, 22 zones de conflit. Alors, 2 Sudans, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak et récemment aussi, encore une fois, la Syrie et 2 fois l'Afghanistan, les Balkans, le Liban, le Tchad, l'Éthiopie, dans des périodes où c'était un conflit. Mais en effet, si vous permettez, ce qui m'a touché vraiment et qui m'a changé, parce que franchement, vous pourrez vous poser la question pourquoi toujours spécialisé dans ces domaines, c'était un peu comme notre ami colombien cet après-midi. Moi aussi, j'ai eu une révélation, un choc, une touch. Et c'était quand j'avais 17 ans, et quand j'étais là, j'étais volontaire du World Food Programme à Chypre. Et en marchant sur la ligne verte, il y avait des enfants qui jouaient au football, Joël, à football. Et un de ces enfants, tout d'un coup, tombe par terre. Un petit bruit, désagréable, pas fort, boum. C'est un sniper, un tireur d'élite, entre guillemets, d'une des 2 communautés qui avait tiré sur un des enfants qui jouait à football. Je n'avais jamais vu quelqu'un mourir avant, et jamais vu tué par quelqu'un. L'outrage était fort, un outrage sain, mais hyper fort. Et ça restait jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je continue à me spécialiser quand j'étais jeune et maintenant à travailler pour compliquer les choses à ceux qui font la guerre aux civils. Et la belle histoire, j'étais en train de voir l'autre jour, c'est que le 19, je pense, mars 2019, il y a eu un jeu à Chypre entre les 2 communautés ensemble. C'était la journée de l'amitié du football. Et ils ont joué ensemble. Et tout d'un coup, je me suis dit, j'ai attendu longtemps, mais je vois comment les sports, qui dans ces cas-là était l'occasion malheureusement de tuer un enfant, est devenu l'occasion de changer les choses et au moins avoir un moment de collaboration. Il n'y a pas la guerre à Chypre actuellement, il y a la ligne verte, les choses sont bien différentes, mais tout ça a impacté toute ma vie. C'est la raison pour laquelle ma femme, justement, pense que je suis un peu fou, parce que 22 conflits quand même, et c'était beaucoup. 22 conflits, et puis il y a la trêve olympique quand même, oui, décrétée par le CIO et qui remonte à l'Antiquité, qui était déjà observée dans la Grèce antique. Est-ce que pour vous, la trêve olympique a un sens? Est-ce que l'on peut s'en servir par rapport aux conflits qui ensanglantent la planète? Oui, absolument. L'histoire les preuve, et c'était comme ça. Mais vous savez, une question qu'on peut se poser, je me la pose tous les jours, mais est-ce qu'on peut arrêter la guerre? Est-ce qu'on peut vraiment arrêter la guerre? Dans mon cas, sur la base de mon expérience, la guerre est une maladie
héréditaire et une maladie pas facile à traiter qui reste dans l'humanité. Mais on peut réduire la violence de la guerre, on peut lui donner de l'espoir, on peut réduire la douleur de la guerre. Et dans ces cas-là, la trêve olympique, et nous on l'a utilisée depuis 1913, et on a pas mal d'exemples, a pu produire des petits moments de trêve. Mais vous savez, si vous êtes en guerre, un petit moment change beaucoup et ça peut déclencher une boule de neige. Dans ces cas-là, la réponse est oui. Alors, il y a eu même une résolution du Conseil de sécurité sur le rôle que les femmes peuvent jouer dans la contribution à la paix. On a toujours des exemples, les mères qui se mobilisent pour mettre fin aux souffrances. Et puis, sans vouloir empiéter sur la cérémonie de ce soir, ce très bel exemple de l'Union cycliste internationale qui a permis l'évacuation en vélo de femmes afghanes après la prise de Kaboul et la terrible chape de plomb qui s'est abattue sur ce pays. Comment voyez-vous le rôle des femmes dans la contribution à la paix, selon votre expérience personnelle? Crucial. Les femmes, quand elles sont engagées dans les négociations des paix, j'ai essayé de les faire en Afghanistan, en Irak et en Syrie, contre la volonté de beaucoup d'hommes, je vous assure. Mais finalement, il y avait toujours la possibilité de pousser. Par exemple, si vous voulez les élections en Afghanistan, 30% des femmes. Autrement, on n'a pas les élections parce que c'est nous qui on les organise. En Syrie, quand vous voulez et de ne pas avoir des femmes dans le comité de négociation qui représente 51% de votre population quand même, à ce point-là, je les fais membres de ma délégation. Si vous n'avez pas le courage ou la capacité de les mettre ensemble. Et quand ils étaient ensemble, les femmes avec nous, ils faisaient une grande différence. Ils se parlaient. Les autres ne voulaient pas se parler. Mais si vous permettez, je voulais donner un exemple sur les sports encore connectés. Il y a eu une mission spéciale que je fais quand je parle des vieilles missions parce que je suis actuellement encore en mission sur la question du Sahara occidental. Il y a eu un moment de graves tensions en Éthiopie dans les années 80 et de fin 80. C'était, 84, 6, c'était la famine. Et c'est pas loin d'aujourd'hui, entre les Wollo, les Tigraïs et tout ça. Et finalement, qui est venu à aider, c'était les armées des différents pays qui ont mené leurs avions pour amener de l'aide alimentaire. Mais le vrai problème était comment faire airdropping, lancer l'aide sur les territoires. Et il fallait engager aussi les soviétiques. Et c'est là où, pour les mettre ensemble, on a fait de la compétition. Et la compétition était qui est capable de bombarder, pas avec des bombes, mais avec de l'aide alimentaire, pour rejoindre plus précisément les deux localités où il y avait les gens qui ne pouvaient pas sortir, dans les hauts plateaux. Et comment on a fait? Malheureusement, je n'ai pas de photos parce qu'ils ont demandé à l'époque, pas de photos parce que c'était la première fois dans laquelle, sur l'exemple de la Première Guerre mondiale d'ailleurs, ce n'est pas une autre idée, ils ont joué à football dans l'aéroport, les Polonais, les Soviétiques, les Français, les Anglais, dans une opération qu'on appelait Saint-Bernard. Les Soviétiques n'étaient pas contents avec les noms parce que c'est le nom d'une sainte et ce n'était pas religieux. Mais j'ai dit c'est un chien suisse, c'est très neutral. Et il y a seulement peut-être un chat suisse qui peut être plus neutral qu'un chien. Et finalement a été accepté, c'est resté opération Saint-Bernard. Mais tout a commencé à créer l'esprit du camp entre des ennemis qui s'entraînaient pour se tuer en jouant au football dans le camp, dans l'aéroport d'Addis Abeba. Vous avez été représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies entre 2007 et 2009 en Irak, au pire moment pour ce pays de violence interne. Et en 2007, l'Irak, de façon miraculeuse, ou en tous les cas surprenante, a gagné la Coupe d'Asie des Nations du football. Tout d'un coup, il n'y a plus de chiites, de sunnites et tout l'Irak a été... Comment avez-vous ressenti à ce moment cette victoire de l'Irak dans la Coupe d'Asie des Nations? Vous touchez une corde très personnelle parce que c'est la fois où l'ONU a été aidée. Pas l'ONU a aidé, mais a été aidée par les sports. Je m'explique. Il y avait une telle tension à Bagdad, dans la fameuse zone, que l'ONU, et j'avais avec moi 987 collègues qui travaillaient avec moi,
et 3/4 étaient évidemment irakiens, divisés entre sunnites, chiites et kurdes et quelques chrétiens. Pendant la crise, ils ne se parlaient pas. Mes collègues ne se parlaient pas, parce que pour moi, il n'y a aucune différence internationale et locale. Ils ne mangeaient pas dans la même cafétéria qu'on avait établie pour tous les gens qui travaillent à l'ONU, qui devraient savoir qu'est-ce que ça veut dire travailler ensemble. Non. Mais après ça, dans l'équipe, il y avait sunnites, chiites, chrétiens, il y avait de tout, et ils ont gagné les Jeux, justement, asiatiques. C'était une différence énorme. Donc, dans ces cas-là, c'est eux qui nous ont aidés à retrouver l'esprit d'équipe à l'ONU, qui devrait aider les autres à trouver un esprit d'équipe. Donc, une démonstration ultérieure. En près de 50 ans de carrière, est-ce que vous avez vu une évolution du plus grand recours au sport par les organisations internationales pour justement pacifier, limiter les conflits? Est-ce qu'il y a eu un progrès? Est-ce que le sport est devenu une évidence comme moyen des organisations internationales contre la guerre? Oui, de plus en plus. Et je pense justement des organisations comme celui-ci aident énormément avec les Olympic Committee et bien des sportifs comme on a vu aujourd'hui. Pensez hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ça faisait 40 ans, et c'est 40 ans, que l'Iran et les États-Unis n'ont pas de rapports diplomatiques. Ils ont joué ensemble. Ils ont bien joué ensemble. Ils n'ont pas trop gagné, les Américains, et les autres n'ont pas trop perdu. Et ils auraient pu gagner eux-mêmes. Et ils étaient corrects. Ça, c'est la diplomatie du sport. Combinée à la diplomatie humanitaire, arrive à faire ce que quand les conseils de sécurité, qui malheureusement, et c'est aussi l'ONU, est paralysé, le monde bouge quand même. Quel est, selon votre expérience, le langage commun que le sport peut apporter aux communautés? Quelles sont les règles communes, la référence commune que le sport peut apporter? Ce sera ma dernière question. Mais vous le savez mieux que moi, et ça devrait être Joël à répondre à ça, parce qu'il les connaît par cœur, et c'est lui qui m'a donné les premières idées de comment y arriver. Mais avant tout, il y a des règles claires. Deux, il y a ce concept très clair qu'on peut se battre, mais pas l'un contre l'autre. On se bat pour voir une belle partita de pallone, quelque chose. C'est un travail d'équipe. Et il y a aussi un autre élément. Il y a la sensation que même quand on perd, ce n'est pas la défaite. La prochaine fois, on pourrait gagner, n'est-ce pas, au football. Donc, il a tous les éléments que nous cherchons dans un dialogue, une négociation, ce qu'on appelle un win-win dans la négociation. Les deux côtés ne doivent pas perdre, ils doivent simplement avoir une autre occasion pour pouvoir gagner. Merci beaucoup, merci Stéphane, je crois qu'on peut vous applaudir bien fort. Ah, c'est parfait, c'est parfait. On va vous demander de faire une photo, tous les deux, si vous voulez bien, voilà. Oui, moi j'adore parce qu'on apprend beaucoup de choses, c'était extraordinaire. Je voudrais qu'on les applaudisse encore une fois très fort. Merci Stéphane, merci pour ce moment privilégié, ce moment vraiment de connivence, mais encore une fois, ce moment fort d'expérience. Merci beaucoup. Thank you.